retour à notre débat du jour et la question turque. Évidemment, à la une, un rapide tour de table de mes invités de ce soir. À nouveau, Nora Seni, bonsoir. Vous êtes professeure à l'Institut français de géopolitique, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. En face de vous, Didier Billon, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, co-auteur de l'année stratégique 2017, sortie aux éditions Armand Collin. En face de vous, Philippe Moreau-Desfarges, bonsoir, chercheur à l'IFRU, l'Institut français des relations internationales, et puis Gates Minassian, journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po. Merci à tous les quatre. Nous en étions à l'éternelle question kurde, l'obsession kurde, nous disions même de Recep Tayyip Erdogan. Si vous voulez, et Philippe Moreau-Desfarges qui reprend la parole. Quand on fait de la géopolitique, il faut regarder la situation interne de la Turquie. Ce qu'on fait, c'est très bien. L'environnement régional, ce que regarde Didier Billon, très bien. Il faut regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est clair que le monde, disons, il y a un vent de l'histoire. Le vent de l'histoire, il est en train de tourner. Il est en train de tourner. C'est-à-dire qu'il est en train de tourner en faveur des nationalismes. Il faut être conscient. Aujourd'hui, les nationalismes sont extrêmement portés par le vent de l'histoire, qu'on le veuille la Chine, même les États-Unis, la Russie et la Turquie d'Erdogan. Et il faut faire attention à ces mouvements de l'histoire. Dernière question que je voudrais poser à nos invités. Très bien, la situation de la Turquie, vous l'avez décrite remarquablement. Qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que la Turquie, elle est entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et la Méditerranée et la Russie. Alors Didier Billon, puisqu'il vous pose les questions, je vais vous laisser répondre. Et oui, cette question, elle est évidemment essentielle. La place de la Turquie à un carrefour stratégique, coincé, on le disait tout à l'heure, entre deux feux. Il y a l'Europe. Les rêves d'Europe, ils semblent évanouis. Aujourd'hui, l'adhésion à l'Union européenne pour la Turquie, en tout cas, c'est plus vraiment d'actualité. Il y a ces nouvelles alliances aussi qui se dessinent, se redessinent. On parle beaucoup de la Russie, on parle un peu moins d'Israël, et pourtant, c'est important. Là aussi. Écoutez, tout d'abord, il y a une chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que élaborer la politique extérieure de la Turquie, c'est compliqué parce qu'avoir comme voisin l'Iran, l'Irak, la Syrie et quelques autres, c'est quand même plus difficile que d'avoir comme voisin la Belgique, l'Allemagne ou l'Espagne. Ou la Ça, Suisse. c'est une chose. Cela n'exclut pas et n'absout pas les erreurs politiques de M. Erdogan. Je les ai évoquées tout à l'heure à propos de la Syrie et je pense qu'aujourd'hui, la Turquie en paye le prix fort. Deuxième chose, carrefour stratégique, c'est une image. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que la déstabilisation de la Turquie, qui est infiniment préoccupante, et on en a encore eu un élément il y a quelques heures avec l'attentat d'Istanbul, nous interpelle, nous, Européens, directement. Car si la Turquie plongeait, c'est une hypothèse que personne ne souhaite, mais qui n'est pas totalement aberrante, d'une guerre civile. C'est un sujet quand même qui est désormais récurrent dans les médias, dans les débats en Turquie. Donc évidemment, personne ne le souhaite. Eh bien, nous en subirions les conséquences négatives. Donc il y a quelque part un intérêt conjoint à procéder non seulement à la stabilisation de la région, mais pour le coup de la Turquie. Or, l'Union européenne, de ce point de vue, je suis d'accord avec ce qu'évoquait rapidement Nora tout à l'heure, c'est que l'Union européenne s'est fort mal comportée à l'égard de la Turquie. On a laissé l'illusion qu'il y avait un processus de négociation, alors que nous savons que ce dit processus est en réalité gelé depuis 7 à 8 ans. Les Turcs, qui ne sont pas pro-erdoganiens, qui sont des démocrates sincères, nous font des appels en disant « ne nous lâchez pas » parce qu'on a aussi besoin de l'Union européenne. Au-delà de toutes les erreurs, au-delà de toutes les limites de l'Union européenne, il y a encore ce besoin d'Europe dans une grande partie de la population. Ne le nions pas et ne pensons pas que la Turquie a définitivement tourné le dos à l'Union européenne. Ce serait une erreur totale de perception. Nora Seni, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, sur l'erreur de l'Europe vis-à-vis de la Turquie ? Tout à fait d'accord. C'est une erreur qui date de 2007, je dirais, de 2007. Et puis, vous posiez la question de savoir quelle est la position de la population en Turquie vis-à-vis de l'Europe. Eh bien, on a tout fait pour les décourager de l'Europe. On a tout fait. En effet, elle est passée de 70% d'opinion pour à quelque chose comme 30%, etc. Mais prenons l'année 2000. Parce qu'on n'y croit plus. Mais on n'y croit plus. On a été, les Turcs ont été fort maltraités par l'Europe à partir du couple qui conduit l'Union européenne, le couple franco-allemand. À partir du moment où ça a été Sarkozy et Merkel, ça a été catastrophique pour la Turquie. Il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que l'Union européenne a commencé, l'idée d'Union européenne a commencé à se politiser, c'est-à-dire qu'on est passé d'une Europe communautaire à une Europe
d'union, donc avec un contenu politique là-dedans, en ayant comme sujet principal la question de la Turquie. Est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe? Est-ce qu'elle ne fait pas partie de l'Europe? Ça a commencé avec Giscard d'Estaing qui posait la question en 2002 en disant est-ce que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe? Et puis nous avons eu des partis comme celui de M. De Villiers par exemple, qui a fait de l'intégration à la Turquie son emblème. De l'opposition, du non à la Turquie, son emblème. Ça a eu différents contenus. Mais il y a eu, du temps de Sarkozy, une attitude insultante vis-à-vis de la Turquie, dans des petites choses, dans des petites... entre Sarkozy et Recep Tayyip Erdogan. Et ça correspond, 2007, donc. 2007 correspond à l'année de l'élection de Nicolas Sarkozy, et elle correspond à l'année où Erdogan s'est choisi comme consultant, celui qui deviendra après son ministre des Affaires étrangères, M. Davutoğlu, qui lui a été le metteur en scène de la politique zéro problème avec les voisins et une politique de promotion de tous azimuts des relations avec les pays musulmans arabes de la région. L'élimination, elle a loupé le coche. L'Europe, il y a une élection qui se profile en France. Cette question là de la Turquie. Je pense que c'est pas faux ce qui vient d'être dit, mais c'est un peu incomplet aussi. Je veux dire, on peut pas tout mettre sur l'Europe. Il y a une part de tout mis. Non, mais c'est un élément très important quand même. J'ai commencé mon intervention par dire que vous n'avez pas tort. Je dis que c'est juste incomplet dans le sens où le régime d'Erdogan a aussi sa part de responsabilité. Encore une fois, moi je suis pas là pour dire que la Turquie est responsable de tout et l'Europe responsable de rien. C'est pas ça. Mais prenez par exemple ce que je connais bien, je veux dire les journalistes en Turquie. Je veux dire, c'est le pays qui détient le record dans le monde entier de journalistes emprisonnés. Et donc les valeurs européennes. Ça part en s'arrangeant depuis juillet dernier. C'était pas ça. En 2007, on n'en était pas là, justement. C'était le moment où il fallait ouvrir la porte à l'Europe. Et pas en 2011. Et pas en 2015. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas là pour soutenir tel ou tel chef d'État ou chef de gouvernement en France ou en Allemagne. Je dis juste qu'il y a une part de responsabilité qui est partagée. C'est pas si simple. Vous savez, la Turquie dans l'Union européenne, c'est pas Malte, hein. Je veux dire, la Turquie dans l'Union européenne, on a les mêmes critères. On a les mêmes critères pour un pays qui est la taille de Malte qu'un pays comme la Turquie. C'est pas le même. On a les mêmes critères, les critères de Copenhague. Ça peut être un autre débat qui pourrait nous prendre une heure aussi. Les critères d'adhésion. Les démocrates en Turquie, il faut pas oublier que les démocrates en Turquie, ils sont malheureusement minoritaires. L'Europe aurait voulu les soutenir beaucoup mieux que ça. Oui, mais le problème n'est pas que européen. Non, je suis d'accord, bien sûr. Donc, à partir du moment où on accepte que la responsabilité est partagée et pas unilatéralement tournée vers Bruxelles... Mais il y a une histoire de timing qui est importante. Il y a autre chose à dire. Il y a autre chose à dire. Et je finirai là, après je ne parle plus. Il y a autre chose à dire, c'est le projet européen. Et là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table. Vous avez parlé d'union, mais je suis désolé. Bien avant l'élargissement, à partir de 1995, j'ai envie de dire, l'Union européenne, quand il a fallu choisir entre approfondissement ou élargissement? Elle a choisi l'élargissement. Donc, on renonçait quelque part à l'Europe politique et on allait vers l'Europe de libre-échange, le modèle britannique. Et c'est dans ce cadre-là que la Turquie a joué sa place dans l'Union européenne. Et avec les pays, avec l'élargissement de 2004. Donc, ce que je veux dire la position de Michel Rocard. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que l'Europe n'aura pas réglé son propre problème du projet, c'est-à-dire est-ce qu'on veut être une Europe politique ou pas, on aura le problème de la Turquie comme un bout de sparadrap au bout du doigt. C'est ça qui explique que la Turquie, aujourd'hui, s'est tournée vers d'autres alliés, tourne le dos peut-être à Bruxelles. Oui, mais attention. Tout d'abord, une petite précision. Ce que nos amis turcs nous rappellent souvent, ceux qui sont favorables à la perspective d'un rapprochement avec l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, parler d'adhésion, c'est un peu une formule de talisman. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que les Européens, et je partage ce point de vue, ont modifié les règles du jeu au fur et à mesure que se jouait le jeu des négociations. Alors qu'il y ait des critères, oui, c'est vrai, pour tout le monde, normalement, sauf qu'on ne les a pas appliqués avec la même rigueur. On ne les a pas appliqués. Non, mais dans les textes, ça n'a rien changé, Philippe. Mais dans la réalité, les règles du jeu se modifiaient. C'est pas tout à fait exact ce que vous dites. On peut préciser. Oui, en tout cas, aujourd'hui, est-ce qu'il y a
la Turquie tourne le dos définitivement à l'Union européenne. Je ne le pense pas. Et ce que vous posez comme question, c'est aujourd'hui, dans la conjoncture, ce rapprochement assez singulier avec la Russie de Poutine. Ça, c'est assez intéressant. Ceci étant, il n'y a pas là un jeu partenarial à égalité. C'est une relation totalement asymétrique. On comprend bien que sur le dossier syrien, c'est Poutine et la Russie qui ont toutes les cartes. Elle est fiable d'ailleurs, cette relation, cette nouvelle relation? Bien sûr que non. Elle est infiniment temporaire. Je ne sais pas quand elle cessera, dans quelques mois, dans quelques... Votre voisin n'est pas totalement d'accord avec ça. C'est normal. Peut-être. C'est un vieux conflit. Mais les relations russo-turques ne sont pas singulières. Elles ont toujours eu des hauts et des bas. J'ai pas dit cela. J'ai dit singulière. Oui, singulière. Que cette nouvelle relation, en tout cas, qui est affichée ces derniers temps... Elles vont peut-être se réchauffer encore un peu moins, je ne sais pas. Absolument. Et puis ainsi de suite. Mais ainsi va l'histoire, le grand amour. Elles sont conjoncturelles. Elles sont conjoncturelles. Elles sont régies par des intérêts nationaux, point. Russe. Du moment. Et turc. Du moment. Et turc. La Turquie aussi a besoin de C'est la pas Russie. long Mais le terme. petit problème, c'est que... C'est pas Mais qui a le plus à gagner aujourd'hui de cette relation? La Russie. La bien Turquie sûr. est dans une position extrêmement dramatique. Erdogan est assez Je voudrais dire une fragile. chose- Yvon Desfarges. Je voudrais dire une chose sur la modification des règles du jeu. Je voudrais rappeler que depuis toujours, pour qu'un État entre dans l'Union européenne, dans les communautés européennes puis dans l'Union européenne, il faut que les États membres soient tous d'accord selon leurs procédures constitutionnelles respectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la Turquie devait éventuellement entrer dans l'Union européenne, il faudrait que les 27 ou les 28 États membres, chacun individuellement, procède à une ratification du traité d'adhésion, soit voté. Il n'y a aucune chance que ça se produise. Il faut que tous les États membres disent oui, selon leurs procédures constitutionnelles respectives. Donc en France, il faut un référendum. C'est vrai que, alors là je rejoins madame, c'est vrai que Sarkozy a fait réviser la Constitution française justement pour qu'il y ait pour une nouvelle adhésion nécessairement un référendum, ce qui s'adressait évidemment à la question Turquie. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une illusion. Je suis d'accord que l'Union européenne, c'est très mal conduit. Vous avez tout à fait raison. Il n'empêche que les Turcs pouvaient lire les traités. Les traités sont clairs là-dessus. Les traités, vous n'entrez dans l'Union européenne que si tous les États membres disent individuellement oui. Il n'y a pas que les traités. Il y a eu le voyage de Mme Merkel et cet accord qu'on a passé au sujet des réfugiés. Ça a été un piège pour l'Europe. Ça a été un piège aussi pour la... Ça a été un... Non, tu ne penses pas que ça a été un piège pour l'Europe. On s'est engagé, l'Europe s'est engagée vis-à-vis de la Turquie de payer des sommes faramineuses d'une part, mais surtout... Elle n'a jamais payé, d'ailleurs. Mais surtout de supprimer les visas. Et du coup, là aussi, c'était toujours pas réglé. Mais là où la chose a été très grave, c'est que l'Europe, pour préserver cet accord, a fermé les yeux sur tout ce qui s'est passé depuis 2005, depuis juin 2005. Depuis cet accord, c'est un peu plus tard, en septembre 2015, et l'Europe a fermé les yeux sur tous les manquements à l'état de droit. L'état de droit s'est totalement effondré ces derniers mois en Turquie. Avant la tentative de coup d'État, il n'y avait déjà plus d'état de droit. Voilà. Alors, puisque vous en parlez de cette tentative de coup d'État, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont reprochées à l'État turc. Il y a ces purges massives qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu, justement. Notamment au niveau militaire, policier. Il y a énormément de gens qui sont en prison aujourd'hui. Est-ce que la Turquie, elle est en mesure, en termes de moyens aujourd'hui, de combattre sur ces trois fronts qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce qu'elle a ces moyens Bien sûr que non, elle n'a pas ces moyens, malheureusement, parce que dans la région chaotique que nous avons très brièvement décrit, les Turcs ont besoin d'un État efficace. Je n'ose pas dire un État fort, mais un État efficace. Or, aujourd'hui, après le coup d'État, les purges sont d'une telle ampleur, c'est quand même près de 50% des généraux qui ont été mis de côté, c'est 27% de la magistrature, c'est des milliers de policiers, etc. Donc on est dans une situation où non seulement l'état de droit de facto n'existe plus, où l'efficacité des fonctions régaliennes est bien sujet à caution, alors que nous sommes dans une situation où les défis se multiplient. Donc je le regrette, parce que la Turquie a besoin, pour les raisons évoquées tout à l'heure, d'être capable d'affronter ces défis. Monsieur Erdogan a quand même la singularité, je réutilise ce terme, d'avoir 3 ennemis publics numéro 1 qui étaient évoqués tout à l'heure par Gaïd, c'est-à-dire le PKK, les nationalistes kurdes, l'État islamique et les Gulénis. Ça fait beaucoup pour un pays d'avoir en même temps 3 fronts à combattre. Et si au même moment on affaiblit considérablement l'efficacité de l'appareil d'État, alors l'avenir n'est pas très radieux. J'aimerais rajouter juste un petit point par rapport à l'Europe, et pour rebondir sur ce que vient d'être dit par Didier.
lorsque Erdogan arrête le processus de paix avec les Kurdes, ce n'est pas l'Europe qui est responsable. Lorsque Erdogan hystérise la société turque à partir du scrutin de juin, qu'il a effectivement gagné, mais pas comme il l'aurait voulu, et donc forcément, ça le met mal à l'aise par rapport à cette nouvelle donne, où il voit pour la première fois, rendez-vous compte, les Kurdes, a priori, passer la barre des 10%, le HDP passer la barre des 10%, c'est le seul pays au monde. C'est le seul pays au monde où vous avez le seuil de 10% pour avoir votre entrée au Parlement. Grand pays. Donc, deuxièmement, ce n'est pas l'Europe qui est responsable de ça. Par contre, l'Europe a été responsable. C'est Merkel est venue juste après ça, apporter son soutien et a changé justement la donne. Je veux dire, l'hystérie dans laquelle Erdogan a mis la Turquie, c'est pas l'Europe. Et enfin, troisièmement, la politique. Non, c'est pas l'Europe. Après, ça a été l'Europe. Vous voyez ce que vous voulez. Mais troisièmement, la politique turque en Syrie que Didier a évoquée en début de débat, ce n'est pas l'Europe. Il a adopté sa propre position pour dire Bachar dehors. Il a soutenu des groupes djihadistes jusqu'à avoir des relations plus qu'ambiguës avec Daesh. Et maintenant, il récolte. Alors justement, bien sûr, il va falloir qu'on conclue. Oui, si vous avez raison, et vous avez peut-être raison, la politique d'Erdogan est une politique de destruction, d'autodestruction. Donc la Turquie va vers nécessairement une décomposition. Il est dans une logique qui me fait penser un peu, de dire, à la logique de Hitler. Tu as une espèce de logique de fuite en avant, où on ne s'interroge plus du tout sur les moyens, on va en avant, on fuit en avant, et donc la Turquie va se détruire, elle ne peut que se détruire. Non, je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec Hitler. L'année stratégique 2017 que vous venez de décrire, justement, que vous venez de sortir, c'est quoi vos prévisions ? Vous n'êtes pas d'accord, autodestruction, vous n'êtes pas d'accord avec quoi ? Non, je ne crois pas, parce que l'autodestruction, je pense que c'est une connotation un peu psychologique. Oui, absolument. C'est pas mon registre d'analyse. C'est quoi l'enjeu, Didier Billon, cette année 2017 qui commence ? Pour l'année 2017, c'est rétablir l'état de droit, mais le dire ainsi, mais ça ne se fera pas, ça ne peut plus se faire. La Turquie, c'est là la différence, c'est qu'elle a une société qui aujourd'hui baisse la tête, fait le gros dos, mais c'est une société civile qui existe, qui est capable de se réorganiser. Donc la conjoncture est infiniment mauvaise pour la Turquie d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, on l'a effleuré, et je suis pour ma part confiant dans les capacités du peuple turc à rebondir, parce que et je pense que c'est un élément qu'on sous-estime beaucoup. Les mauvais résultats économiques qu'on évoquait vont effriter la base électorale de Erdogan. Et on peut même penser qu'à l'intérieur même de son parti, les méthodes qu'il utilise de façon maintenant systématique, cette stratégie autoritaire, pour moi, ce n'est pas une dérive autoritaire, c'est une stratégie autoritaire. Elles ne font pas que des accords au sein même de son parti. Donc, il va y avoir concentration, conjonction d'éléments de contestation. Sous quelle forme, je n'en sais rien. Et donc, je ne suis pas pessimiste sur le terme. Mais dans les mois à venir, il est sûr que la situation est infiniment préoccupante. L'enjeu pour la région, il est énorme. C'est quoi le risque ? C'est énorme. Les risques. Oui, c'est énorme. Pour l'instant, c'est la Syrie, je veux dire, qui monopolise et qui mobilise toutes les attentions. Je veux dire, que va devenir ce processus de paix ? Alors maintenant, il est entériné par le Conseil de sécurité, mais est-ce qu'il va tenir ? On ne sait pas trop. C'est très difficile. On n'est pas dans le mar de café, même si on a tous... Mais l'État turc va se maintenir. Oui, il y a la force nécessaire. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Didier. Quand tu dis la société civile va s'exprimer, ça fait à cause... Il va y avoir des tensions suscitées par la situation économique. Ça fait des années qu'on dit que la situation économique se dégrade et que les résultats de cette dégradation sont extrêmement lents à être enregistrés par la société et à susciter des réactions de rejet parce que ça va toucher aussi l'électorat. C'est à ce moment-là qu'il y aura l'électorat de Erdogan. C'est à ce moment-là seulement que ça va servir à être actif du point de vue de ça. Et là, ça demande énormément de temps. C'est pas Philippe Moreau-Desforges pour conclure. Terminer par une remarque un peu acide. Il y avait un sketch de Pierre Dac, on demandait à Fakir de dire un nom. Et l'animateur
l'animateur répondait, il peut le dire. Donc on peut vous croire. Il va jouer, je pense qu'il va jouer sur 2 tableaux. On peut vous croire. Là où il va lâcher du lest, et il va être dur dans l'autre plateau. sens. Il va lâcher du lest ici, dur dans l'autre sens. Il va jouer sur les 2 tableaux. Oui, c'est typique des méthodes ottomanes. Par contre, la situation interne, domestique, n'a pas l'air de vouloir s'améliorer du tout. Les peuples voilà, qui souffrent justement, économiquement ne se révoltent pas. J'ai pas dit se révolter. D'accord. Non, mais je n'ai pas dit Ça ça. Je n'existe pense pas. qu'il va y avoir une réorganisation Quoi, ça n'existe La des forces révolution en politiques. Turquie. Bon, bah ça, c'est l'avenir qui le dira. Merci à tous les 4 d'avoir débattu avec moi sur ce plateau autour de cette question turque. On va passer tout de suite à un œil sur les médias. Il est question également de Turquie. Répétition générale. Non, je parle pas. N'oubliez pas Philippe Moreau-Desforges, vous pouvez vous réinstaller tous les deux, puisqu'on va passer à un œil sur les médias. L'actualité vue et commentée par La Toile et commentée par Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir. À la une, évidemment, toujours cette Turquie, cet attentat d'Istanbul, attentat donc revendiqué. C'est désormais confirmé depuis ce matin par l'organisation État islamique. Il en est question sur les réseaux sociaux notamment. Oui, exactement. Alors, une année 2017 qui commence donc dans la terreur pour la Turquie. Et ce dessin l'illustre très bien. C'est le français Pessin, avec, on voit ce défilé d'ambulances et de voitures de police cette année avait 2 heures. Autre dessin, celui de l'Italien Paolo Lombardi, avec ce terroriste Père Noël, puisqu'on le sait, c'est l'une des hypothèses que l'assaillant se serait déguisé en Père Noël. Un début d'année meurtrier. Gaze Mination a quelque chose à dire là-dessus. Ça a été démenti. Ça a été démenti depuis. Un début d'année meurtrier et une peur des attentats qui a pris le dessus sur l'envie de vivre. C'est en tout cas ces témoignages qui nous le rapportent, des témoignages rapportés par nos confrères de France Info, où l'on apprend que de nombreux Turcs ont tout simplement peur de sortir de chez eux, peur de fréquenter les lieux publics, sans parler, bien sûr, vous l'évoquiez tout à l'heure, des touristes qui boudent également le pays. Il faut dire que 2016 a été une année assez meurtrière pour la Turquie. D'après ce décompte effectué par nos confrères de Libération, plus de 300 personnes ont trouvé la mort dans des attaques meurtrières depuis un an. Autre décompte, alors peut-être macabre, mais en tout cas malheureusement réaliste, c'est celui-ci, cette carte de l'AFP où on voit le territoire turc ponctué de nombreux attentats, cette fois-ci depuis juillet 2015. Alors il y a beaucoup de réactions d'internautes, des attaques qui ont été, on le rappelle, attribuées par les autorités soit au groupe État islamique, soit au PKK. En l'occurrence, ce matin, vous l'aviez dit, le groupe État islamique a revendiqué cet attentat d'Istanbul, le deuxième, donc d'après les autorités. Des attaques qui sont dues à la politique aventureuse de Recep Tayyip Erdogan. C'est en tout cas l'avis de cet internaute, politique aventureuse en Syrie. Bien sûr, Romain Caillet, le spécialiste des réseaux djihadistes, qui rappelle d'ailleurs que l'État islamique avait menacé à plusieurs reprises la Turquie. Pour d'autres internautes, pour certains internautes, la politique d'Erdogan est effectivement plus efficace, selon eux, quand il s'agit de faire des purges, ou en tout cas d'une répression de l'opposition, que lorsqu'il s'agit de lutter contre les terroristes. L'attentat d'Istanbul, qui était aussi à la une de nombreux quotidiens européens ce matin, l'italien Corriere della Sera, qui titrait massacre de jeunes en discothèque. Certains quotidiens aussi qui ont tenu à rappeler que c'était aussi la mode de vie à l'occidental qui était frappée avec cet attentat qui a eu lieu, on le rappelle, dans une discothèque. Le cœur libéral de la Turquie pour le quotidien allemand Die Welt. Autre une, cette fois-ci, la Ratson, quotidien conservateur de Madrid, attaque au Bataclan d'Istanbul. Alors la comparaison qui peut paraître peut-être hasardeuse pour certains, mais qui est aussi l'occasion de rappeler que c'était aussi un lieu de fête, tout comme le Bataclan qui a été visé. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle aussi nos confrères du Parisien, que les lieux de fête sont souvent la cible de Daesh. On pense bien sûr au Bataclan, mais également à la fusillade d'Orlando aux États-Unis, ou encore plus récemment le marché de Noël de Berlin. Alors, il est question également de Becherel, des fautes d'orthographe visiblement qui ne vous ont pas échappé.
Oui, il faut dire, alors on connaissait le fameux stagiaire de plusieurs chaînes d'infos. Il y a désormais le community... Voilà, on ne donnera pas de nom, mais le community manager de l'Élysée a également fait parler de lui. Samedi, lors des vœux traditionnels du chef de l'État, eh bien, le compte a live-tweeté les différents vœux du chef de l'État avec ses fautes. On les voit à l'antenne. Alors, je me rendrai avec un S, malgré le futur, je me rendrai en Irak. On va aller crescendo. Il y en a une deuxième. Vous avez tenu bon. Avec un S là aussi mal placé. Ça fait mal. Une troisième, alors elle est assez savoureuse, c'est ma préférée, on va la voir. C'est vous qui aurez, A-I-E-N-T. Ça fait mal au Becherel, en effet. Mais c'est un fake ou... Alors justement, on va y venir. Et une dernière faute, si vous voulez bien, le socle est là et non pas est là. Alors, des fautes qui ont été relevées et critiquées évidemment par les internautes, et une aubaine aussi pour les hommes politiques. Valérie Boyer, par exemple, des Républicains, qui jugeait cela pathétique. Au Front National, on a repris aussi la réforme tant contesté de Najat Vallaud-Belkacem avec ce tweet bourré de fautes d'orthographe. Et puis, Jérôme Godefroy, l'ancien journaliste qui avait lui aussi fait partie de ces internautes qui avaient relevé les fautes, avait même retweeté ce matin à nouveau ce tweet, encore une énormité, on va la voir, la coopération... Voilà, doivent être aussi amplifiés. Ça fait beaucoup. C'est à se demander, vous le disiez, si ce compte a été piraté. En tout cas, pas de réponse des principaux intéressés. C'est juste que tous les tweets incriminés ont au moins été effacés. On les renvoie faire la dictée pivot, là, ça mérite au moins. Merci beaucoup, oui. Anthony Saint-Léger. C'était Un œil sur les médias. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce débat. Paris Direct continue, revient dans quelques instants avec de nouvelles infos à suivre. À tout de suite.